Il faut bien voir qu'en ce mois de novembre où on fait cette assemblée, cet échange, nous avons à la fois un changement climatique dont on va débattre à Paris, les grands problèmes migratoires qui nous occupent depuis quelques mois, et les problèmes terroristes, que certains relient d'ailleurs à ce qui s'est passé avec l'immigration, avec le changement climatique. Voilà dans quel univers on baigne aujourd'hui, des grandes crises qui détruisent nos univers de référence. Comment on se prépare à cela? La première chose, c'est de se vider la tête et de comprendre qu'on va jouer à d'autres choses, sur des cartes que l'on ne connaît pas. Et donc, vraiment avoir l'idée en tête qu'il ne s'agit pas d'avoir déjà tous les plans pour ne jamais être surpris, mais se préparer à être surpris. Le problème, c'est pas de trouver tous les imprévisibles, c'est de se préparer à devoir gérer de l'imprévisible. Ça suppose au moins deux choses. La première, un excellent pilotage, c'est-à-dire tout à fait autre chose que de gérer des rouages et de gérer de la coordination. Il va s'agir de replacer du sens, des directions, et ça c'est un travail de pilotage. On n'a pas trop l'habitude de faire des exercices là-dessus. Et deuxièmement, ce qui implique beaucoup les citoyens, nos tissus doivent être prêts à inventer collectivement et collaborativement en situation que l'on ne connaissait pas. Et l'exemple aujourd'hui, ce qui était passé hier soir à Bruxelles, où des gens à qui on demande de ne pas donner de l'information pour ne pas aider des terroristes sont en train de mettre partout des chats avec un humour de second degré absolument extraordinaire et sidérant le monde de cette créativité collective, à la fois des citoyens et des journalistes, pour reprendre un mot d'ordre des autorités, mais en lui donnant une coloration où on voit que chacun reprend ça en main. Et je crois que pour les grandes crises d'aujourd'hui, on va avoir besoin des deux choses. Des capacités de pilotage, ça veut dire des dirigeants entraînés à remettre du cap, du sens et de la compétence dans une situation qui n'était pas prévue, et des citoyens qui, ensemble, sont capables d'inventer et de travailler. Les citoyens, c'est ce qu'on a vu sur le cyclone Sandy aux États-Unis, où tout d'un coup, on se met ensemble, on a des outils spéciaux qui ont été donnés par des ingénieurs, des petits réchauds, où on chauffe d'un côté, et puis on branche l'iPhone de l'autre, ou le téléphone portable de l'autre, pour pouvoir rester en connectivité. Ça, on a vu cela sur Sandy, où on a eu des réactions remarquables, alors que sur Katrina, ça avait été vraiment le fiasco. Voilà, ces deux exigences aujourd'hui, autorité et citoyens, les deux doivent savoir que c'est plus du presse-bouton, on n'appuie pas sur les pompiers donc à faire, non c'est ensemble, mais ça suppose des exercices, non pas pour dérouler des plans seulement, ça doit être fait, mais des exercices pour apprendre ensemble à être créatif en situation inconnue. On n'a pas eu trop l'habitude de le faire, mais il y a vraiment urgence à le faire aujourd'hui. Alors, la réunion de ce soir, c'est vraiment travailler là-dessus. Voilà, je vous laisse quelques questions directement. À quels impacts concrets du changement climatique devons-nous attendre en tant que citadins? Ici à Orléans ou en France ou en Europe, on n'est pas responsable du tout de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Étant donné qu'on est dans un pays qui est riche, le rôle d'exemple qu'on a est vraiment déterminant, et la responsabilité qui est associée, la responsabilité à titre d'exemple, que ce soit pour les pays développés ou pour l'ensemble du monde, est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, après, vis-à-vis de votre autre question, moi en fait, je travaille surtout sur ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'on s'intéresse un peu à quelles sont les questions économiques liées au climat, il y a vraiment deux grands champs de recherche qui sont assez différents, qui sont très liés. Beaucoup de personnes travaillent sur les deux à la fois, mais qui mettent en jeu des concepts assez différents. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique, ou mitigation en anglais. C'est la question de comment on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a ce qu'on appelle l'adaptation, ou adaptation en anglais, et c'est la question de, étant donné que le changement du climat se produit déjà, et qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à se préparer aux impacts que le climat va avoir? Et comment on peut faire pour faire en sorte que le changement du climat n'ait pas un impact trop gros sur la vie de tous les jours. Donc vous voyez, c'est vraiment deux questions assez différentes qui visent à répondre au même problème, mais qui mettent en jeu des concepts assez différents. Allez,
directrice de l'ADUS. ADUS, ça veut dire Agence d'urbanisme. Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise. On a regardé quelles étaient les politiques publiques qui croisaient la question de l'énergie et qui pouvaient permettre donc de construire, au croisement des deux, on a un levier. Et ce levier, on en tient compte et on regarde comment, en actionnant les différents leviers, ça peut faire des scénarios différents. Et donc ce qu'on propose au débat des élus, c'est finalement des scénarios de leviers qui sont faisables et les plus faciles possibles. Alors, comment est-ce que je fais pour identifier mes leviers? Eh bien, je regarde le fonctionnement énergétique du territoire, je croise ça avec toutes les politiques publiques, et donc, au croisement, j'ai mes leviers. Donc, j'en déduis la méthode qu'on a mis en place. Première étape, je commence par comprendre et connaître le fonctionnement énergétique du territoire, j'en déduis mes leviers. Deuxième étape, je construis des scénarios et toute une série d'outils pour être capable de les construire et de les communiquer. La question des îlots de fraîcheur est du coup devenue quelque chose de tout à fait au centre de ce que nous, on peut faire. Et donc, construire des trames bleues, des trames vertes, vérifier qu'elles soient accessibles, c'est-à-dire on peut avoir toutes sortes d'espaces. S'ils ne sont pas accessibles, ça ne sert à rien. Parce que les îlots de fraîcheur, ça sert à ce que les gens puissent y aller en cas de canicule spécialement longue. Et donc les îlots de fraîcheur, vous voyez dans le plan d'Orléans, dans la carte que Catherine a affichée, toutes vos zones vertes, elles sont à l'extérieur de la ville. L'enjeu, ce serait que la ville soit quadrillée. Pour cette raison-là, nous on avait proposé dans notre PLU qu'une rue sur 4 soit verte de façade à façade, pour des raisons à la fois de mode de vie, de réintroduction des familles en ville, des questions de biodiversité, et aussi des questions donc de fraîcheur en ville et d'accessibilité. On voit que nos villes, comme le disait Vincent Villiers, sont complètement pas adaptées. Et en proposant ça, ce que nous on a voulu faire, c'est introduire un vrai débat sur rends-toi compte que ta ville, elle n'est pas adaptée. Dans 20 ans, personne ne saura traverser une place parce qu'il fera trop chaud. Et comme on ne pourra pas s'asseoir au milieu, parce que s'asseoir sous la canicule, c'est impossible, comment est-ce qu'on va faire? Donc, la question des îlots de fraîcheur est une vraie question qui se travaille de façon extrêmement pragmatique. Hein, je veux dire, où est-ce que je plante, où est-ce que je végétalise, où est-ce que je désimperméabilise la ville, où est-ce que donc, je maintiens la perméabilité, on a tous les outils comme Catherine le disait. Bien sûr, il y a la question donc, des espaces publics, du bâti, des formes urbaines, des courants d'air dans la ville, et un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas l'habitude de traiter deviennent extrêmement importants. Par exemple, pour la question des courants d'air et des vents dans la ville, on se rend compte que ça dépend aussi des couleurs. Et donc, on se rend compte qu'il y a un enjeu à complètement faire évoluer la couleur des bâtiments. En Alsace, il y a une certaine habitude, parce que la neige, parce que quelquefois des ciels, vous savez, à la flamande, un peu expressifs, il y a l'habitude que certains villages soient bariolés. Rouge, violet, vert, bleu. Par rapport à la question du climat, probablement il va falloir sérieusement évoluer. Donc c'est quelque chose de tout bête, mais on a moins de 10 ans pour faire évoluer toute une culture.